Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho, enregistré aujourd'hui en public. Notre sujet du jour, c'est les placements préférés des nouveaux investisseurs, c'est-à-dire vous. Et vraiment, j'ai envie de savoir qui se sent nouveau investisseur dans la salle, à main levée. Voilà, on voit, être nouveau investisseur n'est pas forcément synonyme d'être membre des jeunes générations. Ces investisseurs ont bouleversé les codes depuis le Covid. Ils investissent différemment, plus vite, parfois plus risqués, ou avec une envie claire de donner du sens à leur argent. Mais que reste-t-il des stratégies nées pendant le confinement ? Qu'est-ce qui attire encore les jeunes investisseurs aujourd'hui ? Et surtout, comment préparer l'avenir dans un environnement changeant, avec des taux élevés, de la volatilité, des transitions économiques, politiques profondes? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet, et Mathias Bacchino, directeur des marchés européens pour Trade Republic. Messieurs, bonjour. 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 Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, on l'entend beaucoup dans nos podcasts, les ETF sont très recherchés par les nouveaux investisseurs et on les oppose souvent aux actions. Donc, c'est gestion passive versus gestion active. Alors, première question à vous deux. Quel produit domine aujourd'hui dans le monde de l'investissement ? Alors, moi, je peux peut-être dire un mot de ce que font les particuliers. C'est-à-dire qu'on a, chez Trade Republic, la chance d'avoir à peu près 11 millions de clients dans 18 pays d'Europe et leur moyenne d'âge à ce site particulier qu'ils ont 32 ans. Et il y a un type d'actif qui se démarque très largement de tous les autres. Ce sont effectivement les ETF passifs très diversifiés. Le plus connu, c'est probablement le MSCI Monde, bien sûr le S&P 500 qui est un véhicule d'investissement légendaire auprès du grand public, et sans doute pas suffisamment l'Eurostoxx 600 européen qui est moins connu. Mais les ETF très diversifiés, ça a permis à littéralement entre 5 et 10 millions de personnes en Europe, des jeunes, de plus en plus de femmes aussi, et ça c'est bien, de commencer à investir. Donc ça a été, avec évidemment l'émergence des cryptoactifs, le phénomène auprès du grand public. Mais c'est un phénomène qui est un phénomène beaucoup quand même générationnel, quoi. Si on regarde finalement en termes de développement de photos à l'instant T, le point qui est important, c'est qu'effectivement on est sur un mouvement qui est changeant et Mathias l'a rappelé à juste titre, il y a vraiment ce développement des ETF. Ce qui est dominant aujourd'hui en Europe, ce sont les fonds actions, parce qu'effectivement, vous n'avez pas uniquement les particuliers qui achètent, bien sûr, sur le marché financier. Vous avez énormément de clients institutionnels. Typiquement, mes clients sont des clients institutionnels. Ça peut être des banques, typiquement, et ils ont des fonds actions. Mais ce qu'on voit effectivement en termes de mouvement et qui vient des États-Unis, c'est vraiment le développement des ETF et probablement qu'aujourd'hui, l'hégémonie des fonds actions en Europe, dans 5 ans, ce sera quelque chose qui sera remis en question. Parce qu'effectivement, il y a le mouvement du côté des particuliers sur les ETF qui est très notable, mais on commence aussi à voir du côté des institutionnels, des banques, des fonds d'investissement, l'introduction d'ETF. Pourquoi ? L'argument du côté des institutionnels est assez limpide. C'est une question essentiellement en termes de coûts. On ira dans le détail bien évidemment, mais les commissions en tout cas sur les ETF sont plus faibles que sur les fonds actions pour une simple et bonne raison. Les fonds actions, vous avez des équipes de gestion derrière, une vingtaine de personnes. Donc bien évidemment, il faut les rémunérer. Donc vous avez ces frais qui sont supplémentaires. Sur les ETF, les commissions sont systématiquement plus basses. Ensuite, bien évidemment, et on ira j'imagine dans le détail, il y a la question des performances. Tous les ETF ne se valent pas, comme d'ailleurs tous les fonds actions ne se valent pas. Mais en tout cas, effectivement, on a un mouvement aujourd'hui d'intégration des ETF du côté des institutionnels, même si les fonds actions restent prédominants, et de démocratisation des institutionnels, comme Mathias l'a rappelé, du côté des particuliers, qui est dans tous les cas, j'oserais dire, une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, vous avez la nécessité de financer l'économie européenne, et ça passe notamment par les marchés financiers, et bien sûr aussi de financer vous-même des rentrées en termes de rendement qui peuvent être pertinents. En termes de thématique, on voit que c'est surtout les valeurs technologiques. Nous, on le voit même quand on écrit nos articles. Quand on écrit sur Nvidia, ça marche beaucoup mieux que quand on écrit sur Descartes, par exemple. Donc, les valeurs tech attirent beaucoup le chaland. On voit que des grandes capitalisations à Wall Street, donc je parlais de Nvidia,
première société cotée au monde à avoir atteint les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est plus ou moins 8% du S&P 500, c'est énorme. Pourquoi la tech fascine-t-elle autant les jeunes? Et Mathias, est-ce que dans votre base client, vous voyez cet intérêt vers ce type de produit? Alors, je crois que c'est avant tout lié au fait que ces entreprises, au-delà de leur valeur boursière, sont en train, littéralement au quotidien, de changer le monde. On parle d'entreprises qui sont en train de changer la vie de plein de gens. Et cet impact-là sur leur vie fait que leur attention est attirée vers ces entreprises. Donc il faut pas y voir uniquement une forme de cupidité en se disant c'est les entreprises qui marchent le mieux, c'est ça qui m'attire. C'est quand même beaucoup aussi le fait que ce sont des entreprises dont ils entendent parler littéralement toute la journée. Je fais une petite précision réglementaire. Nos entreprises européennes, elles, sont soumises à des réglementations extrêmement strictes pour parler de leurs titres. Et donc, elles en parlent beaucoup moins que ce que les gens peuvent entendre parler au quotidien de Apple, de Google, d'Amazon qu'ils utilisent et de Nvidia qui fait tous les gros tweets, tout simplement parce que ils sont en train de construire des infrastructures sur une technologie qui est en train de changer le monde. Donc, le Nasdaq, l'indice américain de la technologie, a évidemment attiré assez massivement les jeunes pour de l'investissement de long terme. Mais je veux vraiment préciser, on voit ce phénomène-là d'hyperconcentration sur les actions individuelles. Quand quelqu'un achète des actions, il est hyper clair que Tesla, Nvidia, Amazon, Google sont les actions parmi les plus traitées, y compris en Europe. Mais pour les ETF, le Nasdaq est beaucoup plus petit que le MSCI World ou le S&P 500. Donc il y a probablement une compréhension auprès du grand public que dans les actions individuelles, il y a celles qui ont cartonné et je suis pas certain que ce soit une bonne idée de tout mettre au plus haut sur un titre. En revanche, dans les ETF, le critère fondamental qui est pour l'instant mis en œuvre, c'est une immense diversification. C'est vraiment le MSCI World a une dominance, comme on dit, qui est considérable auprès des particuliers en Europe. On parlera stratégie dans la deuxième partie, mais j'expliquais tout à l'heure que 8% du S&P 500 pour la plus grande capitalisation, c'est énorme. On parle pas des autres, de Microsoft, enfin des GAFAM. Et c'est vrai que en investissant dans un ETF qui suit le SP 500, on investit beaucoup dans la tech aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des super cycles d'innovation et donc automatiquement, vous investissez sur ce qui vous paraît assez intuitif. Je pense qu'il n'y a pas un gros débat sur l'IA. Tout le monde ou à peu près tout le monde utilise ChatGPT ou des équivalents. Le deuxième point, c'est qu'on a toujours tendance à investir dans des domaines qu'on connaît. Je vous conseillerais pas, par exemple, d'investir dans la biotech si vous avez aucune connaissance dans ce sujet-là. Ça va plutôt être risqué. Déjà, même des gérants qui sont spécialisés dans ces domaines ont quelques mésaventures. Donc, il y a ce phénomène-là qui est indéniable. Très généralement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la tech, dans tous les cas, sur les grands acteurs tech américains, vous les retrouverez dans vos investissements. Typiquement, si on est quand même très objectif et très transparent, aujourd'hui, les fonds actions notamment qui affichent de bonnes performances, immanquablement, ou en tout cas les meilleures performances pour être exact, immanquablement, ils ont des valeurs tech et notamment Nvidia à l'intérieur. C'est immanquable. Si vous voulez avoir du 15-20%, après on peut avoir un effet taux de change de rendement sur un an, vous devez certainement avoir cela. Le point qui est important, c'est qu'effectivement, il y a ce problème de concentration du marché. Mais j'oserais dire, c'est lié à un phénomène qui est structurel. Effectivement, Nvidia, ça a été rappelé à juste titre, mais la concentration du marché, vous pouvez la retrouver partout ailleurs. C'est simplement lié au cycle d'innovation. Si vous regardez le DAX, qui est indéniablement pas lié aux valeurs technologiques américaines, le DAX, sa performance cette année qui est tout à fait honorable, donc le DAX allemand, elle est liée par 3 secteurs et quand on regarde dans le détail, essentiellement 3-4 entreprises. Donc le même problème de concentration qu'on trouve aux États-Unis, vous le retrouverez sur toutes les bourses financières mondiales. Vous devez donc accepter cette problématique-là parce que c'est un phénomène qui est structurel. Alors bien sûr, ça veut dire que vous devez vous diversifier et je pense que vous le savez tous très bien, c'est l'un des premiers conseils en bourse. Mais en revanche, se dire que je suis mal à l'aise par rapport à la tech américaine parce que c'est très concentré, vous ne trouverez pas de porte de sortie ailleurs sur les actions. Vous trouverez la même concentration en Chine, au Japon,
en Allemagne, partout, en Italie. Ce sont les valeurs bancaires qui concentrent la performance et c'est un phénomène qui est structurel, qui est lié aux phases d'innovation. On l'avait connu, par exemple, dans les années 60 aux États-Unis. C'était à l'époque les valeurs fossiles. Ça peut durer pendant plusieurs années. C'est aussi un phénomène de concentration qui est lié aux ETF. Donc, c'est structurel, comme les ETF vont continuer de se développer. Donc, il faut accepter cette donnée-là. Et donc, en termes d'investissement, peut-être aussi aller, on en parlait avec Mathias avant d'aller sur ça, mais aller bien sûr sur les actions, mais peut-être aller aussi sur d'autres supports pour se diversifier. Ça peut être les obligations. Alors Mathias, dans votre base de données, quel est l'ETF le plus populaire et l'action la plus populaire? Alors, l'ETF le plus populaire, c'est indiscutablement le MSCI World, qui n'est pas parfait, mais qui a ce mérite d'être très facile à comprendre. Et donc, comme Trade Republic a un profil à nouveau très particulier, puisque 80% de nos clients n'avaient jamais investi avant. Donc c'est une génération de néo-investisseurs, donc très débutants. Et le MSCI World, donc c'est 1500 entreprises du monde entier, mais évidemment, comme c'est les 1500 plus grosses, il y en a quand même beaucoup d'occidentales et d'américaines. Donc c'est pas le meilleur véhicule de diversification qui existe, mais c'est le plus connu et le plus simple à comprendre. Donc le MSCI World côté ETF a un cran d'avance de manière évidente. Et ensuite, vous avez un podium de 3 valeurs américaines, malheureusement, de la tech, toutes les 3, qui trustent l'attention des particuliers. C'est Apple, c'est Tesla et c'est Nvidia, qui, depuis 2 ans, se partagent le podium, je dirais, avec de temps en temps l'émergence d'un phénomène de mode. On a eu Rheinmetall, une entreprise de la défense allemande, qui a été, à un moment donné, plébiscitée. Palantir, évidemment Palantir, qui a un multiple, je crois, complètement dingue. Autour des 200, donc c'est pas une bonne cible pour investir aujourd'hui. C'est très déraisonnable. Ouais. Voilà, donc de temps en temps, il y a un phénomène comme ça, mais c'est assez nettement, évidemment, Apple, Tesla, Nvidia qui ont trusté l'attention sur les actions individuelles, et le MSCI World de l'autre côté, qui est, je dirais, 2 fois plus gros à peu près que le S&P 500 qui arrive ensuite, quoi. Christopher Dembick et Mathias Bakino ont plusieurs points communs. Outre le fait qu'ils apprécient énormément la Belgique, ils ont comme point commun d'être passés tous les deux dans l'émission Tracker Plus, réalisée par votre serviteur. Donc Tracker Plus, c'est une déclinaison des podcasts qu'on a fait justement avec Kyle ici que je vois au premier rang. J'ai vu d'autres gens, j'ai vu Philippe là. C'était Monsieur, Madame, tout le monde qui venait un peu nous raconter, qui viennent encore nous raconter leur histoire. Je vois Clotilde là-bas nous raconter leur histoire avec la bourse. Et on a décliné ça aux professionnels de la finance. Et je vous propose d'écouter d'abord un extrait de Christopher Dembick. Il faut avoir conscience que si on veut gagner de l'argent, vous devez prendre du risque. Si vous n'êtes pas prêt à perdre votre argent, ou en tout cas une partie de votre argent, vous allez sur des investissements peu risqués. C'est grosso modo l'obligataire. Vous aurez peut-être 2% aujourd'hui de rendement. C'est pas assez par rapport à l'inflation. Vous êtes conscient de ça. Et donc, moi, ce que j'ai intégré depuis très longtemps, c'est peu importe à quel âge on veut finir d'arrêter de travailler, quels les montants qu'on souhaite gagner, mais si on veut faire fructifier son épargne, il faudra prendre du risque. Peut-être peu dans l'immédiat, mais il faudra le faire. Et surtout, ne pas croire qu'on peut avoir un investissement élevé qui soit garanti. J'insiste parce que très souvent, on peut voir ce genre de proposition, vous allez avoir 10% garantie, ça n'existe pas. Il y a une arnaque quelque part. Il y a beaucoup d'arnaques qui circulent. Donc là, on parlait de ce fameux théorème par rapport au risque. Donc plus le rendement qu'on souhaite avoir est grand, plus il faudra prendre du risque. Et quand on parle de risque, le dire autrement, c'est plus on risque de perdre ce qu'on a investi. Christopher, dans le contexte actuel, est-ce que on observe un retour vers des produits plus défensifs? Là, on parlait justement des valeurs technologiques qui sont dans l'échelle du risque quand même pas rouge vif, mais bien rouge. Donc, est-ce qu'on observe un retour vers des produits plus défensifs avec la remontée des taux notamment et cette inflation qui reste quand même très présente?
Alors, on l'a constaté depuis le début de l'année. Vous avez un retour sur l'or, parce que c'est un peu le phénomène classique, qui est dans des proportions assez importantes. Je donne un exemple qui est assez clair. D'habitude, dans une allocation d'actifs qu'une banque privée va pouvoir proposer à un client, on peut avoir au grand maximum 5% de son exposition en or. Aujourd'hui, et c'est le cas chez Pictet, mais côté banque privée, j'insiste, on a jusqu'à des allocations de 20% en or. Alors il y a deux phénomènes. Il y a bien sûr l'aspect valeur refuge. Il y a aussi un phénomène qui est indéniable, c'est-à-dire que vous avez une très forte hausse du marché. Et même s'il n'y a jamais aucune certitude en bourse, le marché de l'or est un marché qui est assez lisible en termes de direction, parce que c'est un marché classique où vous avez très peu d'offres et une demande qui est énorme en face, et c'est une demande des banques centrales. Donc a priori, quand même, vous avez des prix qui vont augmenter de manière assez continue. Donc il y a ce phénomène-là qui joue. L'autre point, c'est qu'en fin d'année, parce qu'on a eu quand même de bonnes performances sur les principales bourses mondiales, y compris du côté européen, vous avez un phénomène, d'habitude en fin d'année, on parle de rallye de Noël. Il n'est pas certain qu'il se produise cette année parce qu'on voit beaucoup de frilosité de la part des investisseurs. Quand on discute avec beaucoup de gestionnaires d'actifs, la plupart nous disent aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos bénéfices, et on le voit dans les flux du marché, on prend nos bénéfices et on essaie de garder 5 à 10% de cash, ce qui est très élevé par rapport à la norme, parce qu'on se dit finalement qu'il y a assez peu de chances que le marché monte beaucoup plus haut. Ça me paraît assez cohérent. Si je peux vous donner un seul conseil pour savoir un peu ce qui se passe sur le marché, vous en avez conscience, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais bien évidemment, les particuliers, même s'ils investissent de plus en plus en bourse, ce ne sont pas eux qui font les prix en bourse. C'est assez limpide, ils n'ont pas une force de frappe suffisante. En revanche, ceux qui font le marché, qui font que vous avez eu en début d'année, par exemple, ça a été compliqué pour les valeurs technologiques américaines, ce sont les fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs américains. Vous avez la chance qu'ils doivent publier avec un peu de retard, mais ils doivent publier leurs données, donc on sait à peu près les positions qu'ils prennent. Et c'est publié auprès de la CFTC, qui est le régulateur américain, et ça s'appelle le Commitment of Trader, qui est publié chaque semaine. Chaque semaine, ça vous permet de voir à peu près ce que font les fonds spéculatifs américains. Et aujourd'hui, typiquement, ils ont pris leurs bénéfices, ce qui explique le marché un peu frileux. Ils prennent leurs bénéfices sur toutes les actions, y compris les actions technologiques. C'est pour ça qu'on a vu que c'est un peu compliqué ces dernières semaines en bourse. Donc vraiment, on est dans une phase effectivement où il y a ce renforcement du défensif, des prises de bénéfices qui me paraissent tout à fait cohérentes. Je vous parlais précédemment du DAX allemand. Si vous étiez peu ou prou exposé au DAX et vous avez eu 20% de performance, je pense pas que ça sert, c'est pas pertinent de laisser courir la position complètement ou d'en prendre déjà une partie des bénéfices. Ce qui est important en bourse, c'est aussi de savoir, alors couper quand ça chute, certes, mais aussi couper quand on a des gains suffisants avant qu'il y ait un éventuel retournement de marché. Et je le rappelle, généralement, le mois de janvier est compliqué en bourse. Donc peut-être, si vous avez une belle performance, c'est peut-être le moment de prendre une partie des bénéfices. Dans cette deuxième partie, on va parler stratégie. Mathias, est-ce que vous avez pu observer sur la plateforme Trade Republic des changements de stratégie depuis l'an dernier? Là, Christopher vient de parler du contexte. Il faut aussi rappeler qu'en avril, on a eu ce fameux Liberation Day et qu'en fait, ça a un peu donné la singularité de cette année 2025 où d'habitude, vers le mois de mai, on sort un petit peu du marché. Là, il fallait plutôt y rester. Donc, est-ce que vous avez, dans les données que vous voyez passer et dans le comportement des investisseurs qui utilisent votre plateforme, observé des choses intéressantes à nous dire? On a observé peut-être 3 éléments particulièrement marquants en 2025. Le premier, c'est que les taux de la Banque Centrale Européenne ont beaucoup baissé et que nos clients reçoivent les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Quand ils étaient à 4%, il y avait une large part de l'épargne totale que les clients nous confient qui était en espèces, en cash. Parce que 4% sans risque, c'est quand même sérieux comme proposition. À 2%, il y a eu une recherche de solutions. Donc nous, on a vu des personnes qui étaient très liquides le devenir beaucoup moins en début d'année. On aurait pu s'attendre, et on s'attendait d'ailleurs, à tort, à ce que la bascule se fasse plutôt sur des obligations. Mais il se trouve que les particuliers, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas réussi à les intéresser massivement aux obligations. Ça a beau être un produit assez simple, assez évident à comprendre, et avec des rendements qui étaient à l'époque plutôt corrects encore, eh bien non, ils n'y sont pas allés. C'est les ETF qui ont pris le relais en fait beaucoup, ce qui est pas forcément, enfin ce qui est discutable,
parce que ça veut dire qu'on a transformé quelque chose qui était de l'épargne sans risque en investissement risqué. Et nos clients étant plutôt jeunes, ils ont considéré pour beaucoup d'entre eux, au mois d'avril, au mois de mai, que ce qui se passait était plutôt une opportunité de rentrée que quelque chose d'absolument terrifiant, parce que personne n'imaginait que Trump, malgré ses ruades, puisse planter l'économie mondiale violemment, quoi. Et donc, il y a eu une opportunité d'achat. Donc, nous, on a vu effectivement des masses importantes arriver sur des ETF très diversifiés. Le début de l'année 2025, c'est mon deuxième élément, a vu aussi le retour de l'Europe. Et ça, c'était très nouveau parce que en 2024, on entendait partout, pas auprès des institutionnels, mais auprès des particuliers sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a qu'aux États-Unis qu'on peut investir parce qu'en 2024, l'Europe patinait un peu. Bon, au premier semestre 2025, l'Europe a bien performé et parfois surperformé même les États-Unis. Donc, on a vu le retour de l'Europe. Avec un dollar qui s'affaiblissait. En plus. Et donc, on a vu effectivement les particuliers clients de Trade Republic en Europe arriver sur l'Eurostoxx 600, arriver sur, il faut le dire, et c'est la première fois de ma carrière que je dis ça, sur des entreprises du secteur de la défense, qui était un secteur tabou, littéralement, dont on ne parlait jamais. Et là, on a vu effectivement des Leonardo, des Rheinmetall, des Dassault et consorts être privilégiés pendant 3 mois à peu près. Et le troisième gros phénomène de 2025, c'est, comme le disait Christopher, l'or, qui est devenu l'un des plans d'épargne du top 5 des plans d'épargne chez Trade Republic. Il y a un phénomène qui dure, lui, depuis 3 ans et qui a continué en 2025, c'est l'émergence du Bitcoin comme investissement de long terme pour de plus en plus de gens et à une rapidité qui, moi, personnellement, m'a beaucoup surpris. Voilà, mais c'est ça qu'on observe depuis le début de l'année. Alors Christopher, nous c'est plutôt ce qu'on observe en recevant de jeunes investisseurs dans nos podcasts. On sent que ils sont assez idéalistes, mais ils sont en même temps aussi très versatiles. Ils peuvent vite changer de fusil d'épaule. Est-ce que on peut dire que cette génération post-Covid qui est arrivée sur les marchés investit davantage à court terme? Et est-ce que c'est une bonne chose Moi, ça me choque pas. Je vais être franc avec vous. Je n'achète pas l'argument que j'investis pour financer l'économie. J'investis parce que je souhaite avoir un rendement qui soit généralement positif et le meilleur possible en prenant un risque qui est le plus mesuré possible. Je pense que c'est tout le monde fait à peu près cela, que ce soit des particuliers ou des institutionnels. Je me souviens avoir eu récemment, en début d'année, avec un de mes clients institutionnels qui est un État européen, un rendez-vous avec donc le chef économiste qui gère les finances de cet État européen. Bon. Et j'ai apprécié son discours, c'est-à-dire, moi personnellement, aujourd'hui, je sors des actions environnementales qui ont mal performé en 2023-2024. C'est pas mon intérêt aujourd'hui de faire de l'écologie et je cherche du rendement. Et j'imagine qu'il a trouvé ce rendement par la suite. On n'a pas échangé par la suite, mais notamment sur les valeurs de défense. Donc, je vais être très direct. Je ne pense pas que l'idéologie ou des convictions tiennent longtemps en bourse si vous avez votre action qui chute de 50%. Donc, il faut juste être assez pragmatique. Il y a du bon, il y a du mauvais. Par exemple, en 2023-2024, si quelqu'un vous conseillait d'investir dans la transition écologique, vos rendements étaient catastrophiques. Aujourd'hui, en revanche, ça peut être pertinent, donc ça peut aussi correspondre à votre propre conviction. C'est pertinent notamment sur des actions américaines pour une simple et bonne raison, c'est que Trump les subventionne et c'est important justement d'avoir une grille de lecture qui sort uniquement du politique, c'est de voir les faits. Trump est pour les énergies fossiles, mais à la fin il est pragmatique et c'est le signal prix. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est plus rentable de faire de la production et du stockage d'énergie renouvelable que d'énergie fossile. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il a subventionné et des entreprises comme First Solar ou d'autres aux États-Unis affichent de très bonnes performances. Donc pour moi, vraiment, j'insiste, je ne pense pas que l'aspect moral soit important pour investir en bourse. Gagner de l'argent éventuellement, c'est tout ce que tout le monde recherche. Et ensuite, avec cet argent-là, vous pouvez faire des actions philanthropiques si vous le souhaitez. Mais soutenir l'économie réelle en investissant en bourse, soyons très francs, je doute que vous allez investir sur la petite small cap du coin. Vous allez investir sur des grandes sociétés qui n'ont pas de problème de financement. Elles n'ont pas besoin de votre argent, mais vous cherchez un rendement. Il faut être juste réaliste et avoir un discours de réalité à cet égard. Alors, je vois que Marc Lambresse, qui est chroniqueur à l'Écho, nous écoute de près.
gardons quand même en tête la chronique que vous pouvez lire dans l'Écho, la chronique financière de Marc que vous pouvez lire dans l'Écho aujourd'hui. On parle de ce fait de sortir, rentrer dans le marché ou de rester investi dans le marché sur des périodes plus longues. Là, indéniablement, quand on est dans des périodes qui dépassent les 15 ans, le long terme fait du bien à son portefeuille. L'argument de rendement, effectivement. Le court terme, voire du day trading qui peut être mis en avant, en règle générale, alors j'ai pas les chiffres récents, mais vous aviez une myriade d'études qui vous montrent que la majorité c'est négatif. Donc effectivement, l'horizon long terme vous permet d'avoir du rendement. Et justement, on va écouter maintenant un extrait de Mathias Bacchino, comme ça il n'y a pas de jaloux, et on est en plein dans le thème. C'est un conseil qui a plus de 15 ans, et c'est quelqu'un qui m'a dit, quand il s'agit de ton argent, transforme toujours les pourcentages en euros. En vrai euros, c'est-à-dire, je me dis pas, mon produit d'épargne, il a 2% de frais. Je me dis, j'achète ce produit, je vais le garder 20 ans. Au bout de 20 ans, combien d'euros de frais j'aurais payé ? Alors la démocratisation de l'investissement a poussé les banques, les courtiers à drastiquement baisser leurs frais liés à l'achat des produits cotés en bourse, si bien qu'on pourrait dire que c'est presque plus un frein à l'investissement. Est-ce que, Mathias, vous partagez mon point de vue ? Alors là où je rejoins Christopher, c'est que les frais, c'est un facteur de performance en fait, et on a tendance à le sous-estimer. Pour transformer des pourcentages en euros, on peut prendre un exemple rapide. Quelqu'un qui met 5 000 euros dans un fonds d'investissement qui aurait 2% de frais annuels. Au bout de 21 ans, il a payé 5 000 euros de frais. Et le plus grave, c'est pas tellement qu'il ait payé 5 000 euros de frais, c'est-à-dire le montant qu'il avait investi au début, c'est que en prélevant des frais tout au long des 21, 22 ans, ça lui a coûté en plus 7 000 euros d'intérêt. Donc 2% de frais pour un placement de 5 000 euros, ça veut dire 13 000 euros en moins au bout de 22 ans. Là, tout de suite, je pense qu'on passe de 2% à ça. La réalité aujourd'hui, c'est que l'immense majorité de l'épargne et des investissements des particuliers en Europe et en Belgique sont dans des véhicules d'épargne ou d'investissement où il y a 1,5% de frais annuels. Ce qui veut dire que les assurances vie en France et des enveloppes similaires en Belgique, de fait, ont du mal à arriver au niveau de performance nécessaire, on pourrait dire 5% par an, pour être vraiment attractif pour les gens. Donc, si on veut, et c'est le président d'un grand régulateur européen qui me l'a dit il y a 2 mois, je dirais, si on veut que les gens adoptent l'investissement, le mieux, c'est quand même qu'il y ait du rendement. Donc, les frais aujourd'hui sont encore un frein. Ils sont pas un frein pour passer à l'action, parce qu'il y a plein de plateformes et de banques qui permettent d'investir avec des petits montants et sans payer trop de frais. En revanche, il reste encore un frein culturel, parce que comme l'immense majorité de l'épargne et de l'investissement est toujours dans des produits avec beaucoup de frais, eh bien, il y a beaucoup de particuliers qui pensent encore aujourd'hui, ils sont pas dans cette salle, ils n'écoutent pas encore Tracker, que l'investissement, ça rapporte pas grand-chose en fait. Et donc, c'est en train de changer, mais ça n'a pas encore changé, parce qu'il y a un effet très simple, c'est l'effet stock. C'est-à-dire que la dynamique est clairement du côté des produits, pour le très grand public j'entends, parce que pour les clients de Christopher, la gestion active fait beaucoup de sens. Mais pour le très grand public, pour l'immense majorité de monsieur et madame tout le monde, eh bien, avoir peu de frais, c'est un facteur de performance essentiel, donc beaucoup s'y mettent, mais il y a toujours ce stock colossal de plusieurs centaines ou milliers de milliards d'euros bloqués pour des particuliers dans des produits qui performent pas. Donc ça reste encore un frein culturel, mais c'est plus un frein opérationnel. Alors c'est aussi donc l'économie c'est une science humaine, la finance on fait un peu plus de maths et donc c'est quand même important de revenir quand même à des concepts mathématiques pour comprendre où va son argent, comment calculer ce qu'on investit. Et par exemple dans l'immobilier on le voit les prêts hypothécaires. On a eu une période où on était en dessous des 2%. Là, on est dans une période où on est autour des 4%. Et sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, ça fait une grosse différence en valeur absolue, en euros.
Christopher, par rapport aux frais, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est vraiment un frein encore à l'investissement aujourd'hui? Alors, je le vois pas comme un frein à l'investissement, juste parce que je pense que beaucoup n'ont pas conscience des frais qu'ils payent. C'est par exemple la même chose sur l'assurance vie, etc. Mais bien évidemment, c'est à la toute fin, bien sur votre performance, c'est un vrai problème. Sur les frais, c'est compliqué. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais être très direct, vous n'avez pas intérêt à avoir des fonds actions si vous voulez juste être sur les 7 magnifiques aux États-Unis. Vous aurez des ETF qui feront à peu près la même performance, qui auront moins de commissions. Aujourd'hui, il faut avoir une approche qui est complémentaire, c'est-à-dire pas uniquement des fonds actions, pas uniquement des ETF, c'est un mix en fonction des performances. Je vous donne un autre exemple, un contre-exemple. Je suis prêt à payer des commissions plus élevées aujourd'hui si j'ai effectivement vocation à investir sur les actions écologiques, tout ce qui va être notamment énergie solaire, tout simplement parce que les ETF aujourd'hui sur ce segment-là ont des performances qui sont relativement médiocres. En revanche, vous avez des fonds actions. Et je fais pas la vente de Pictet, vous en trouverez partout chez plein de distributeurs où les performances sont très bonnes. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est tout simplement de faire une répartition en prenant en compte bien sûr cette logique de frais, mais voir où les fonds actions, parce que vous avez des gérants, des experts derrière qui rencontrent les entreprises, qui sont en mesure de justement naviguer lorsque le marché est en vent contraire, là ça vous apporte une vraie valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est normal de payer pour celle-ci, donc vous avez des frais. En revanche, si demain vous avez un gestionnaire qui vient vous voir et qui finalement le produit qu'il va vous proposer, c'est du 80% les 7 magnifiques, je pense que vous pouvez le faire vous-même sans ETF. Donc tout va être question de là où on apporte de la valeur. Et donc typiquement, comme je vous le disais, sur les actions écologiques aujourd'hui, on trouve des gérants qui apportent de la vraie valeur, qui ont eu des bonnes performances, même lorsque le marché était contraire. Donc c'est à vous effectivement de faire ce travail-là. Et à la toute fin, dans tous les cas, comme je le disais en introduction, vous avez ce phénomène d'expansion des ETF qui incite aussi les fonds actions à diminuer leurs commissions. Ils vont le faire pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on n'a pas peut-être besoin d'avoir dans nos fonds actions des équipes de 20 personnes, 2-3 gérants et des analystes derrière. Donc vous avez une conjonction de facteurs favorables pour que vous, à la toute fin, dans tous les cas, peu importe le véhicule que vous choisissez, vous paierez moins de commissions. Alors c'est la dernière partie de cet enregistrement public de Tracker et pour les fans de Tracker, vous le savez déjà. Pour les autres, on aime bien terminer nos émissions en créant de l'interaction entre les gens qui nous écoutent, les gens qui nous suivent sur le groupe Facebook, notamment les Trackers de l'écho. Et la parole maintenant est à vous. Qui veut poser une question à nos deux invités? Je vois au premier rang un monsieur qui vient de lever sa main. Je vais me lever, ce sera peut-être plus simple. On entendra mieux. Bonjour. Moi, j'avais une question sur tout ce qui est private equity. Et donc, c'est un domaine qui est dorénavant accessible au grand public, qui ne l'était pas jusqu'il y a très peu de temps. Et j'aimerais que vous en disiez un petit mot. Alors peut-être avant de donner la parole à Mathias, juste moi quand on me parle de private equity, il faut aussi savoir qu'à la bourse, je suis pas payé par la bourse de Bruxelles, mais j'aime bien dire aux gens, regardez déjà ce qui se passe dans votre périmètre. Et à la bourse de Bruxelles, il y a des sociétés cotées dont l'activité est de travailler dans private equity. Et c'est aussi une manière de s'exposer à tous ces financements privés. Une petite introduction à la réponse de Mathias. C'est assez simple en vérité à comprendre. Vous avez 89% des entreprises du monde qui ne sont pas cotées en bourse. Et donc, on peut considérer assez logiquement que donner accès à cette classe d'actifs au grand public peut permettre de diversifier. Et d'ailleurs, ça fait 2-3 ans que les pouvoirs publics européens souhaitent que l'on mette les actifs non cotés à disposition du grand public. On peut mentionner 2 grandes différences. C'est que les fonds de non cotés sont plus chers en frais, parce que le gérant, il va pas juste acheter et vendre des actions en bourse, ce qui est aujourd'hui une commodité. Il va devoir littéralement prendre des participations dans des entreprises non cotées. Il faut des avocats, il faut négocier, il faut des employés, il faut prendre des participations dans des boîtes. Donc forcément, il y a plus de frais. Ensuite, l'autre aspect, c'est que comme vous êtes investi dans des actifs non cotés, vous avez beaucoup moins de liquidité. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas acheter et vendre toute la journée. On a mis en place, grâce à la taille de la base de clients de Trade Republic, une liquidité mensuelle
Donc une fois par mois, les gens peuvent acheter et vendre. Mais c'est très différent évidemment d'un ETF et c'est plutôt à long terme et ça doit pas être une solution miracle dans laquelle vous mettez 50% de vos investissements. C'est un élément de diversification. En plus, et Christopher saura mieux que moi, mais il y a probablement, je sais pas, 5% peut-être d'un portefeuille qui peut être considéré comme, pourquoi pas, aller dans du private equity, à nouveau, à long terme, et avec vraiment la conscience qu'il y a plus de frais et qu'il y a moins de liquidité. Voilà ce qu'on peut dire, mais c'est que le début, je pense, de la mise à disposition de cette nouvelle classe d'actifs pour les particuliers du grand public. Nous, on a commencé avec 2 fonds, donc c'est vraiment c'est le tout début. Mais force est de constater que nos clients ont été très intéressés par ces 2 produits. Alors moi, c'est juste un message généraliste, puisqu'effectivement, nous aussi, on fait du private equity. Mais on parle beaucoup de bulles de l'IA. Vous avez plutôt une bulle sur le private equity. Comme l'a justement rappelé Mathias, c'est un investissement qui n'est pas liquide. Vous êtes bloqué 5 à 8 ans. Et je vais quand même juste préciser quelques chiffres. Regardez vraiment ce que font les acteurs et quelles sont les entreprises qui sont choisies. Soyons très limpides. Autant on peut baisser les commissions sur les ETF, comme je vous le disais, et Mathias l'a parfaitement expliqué, sur les fonds actions, etc. C'est des phénomènes qui sont clairs. Mais le private equity, historiquement, c'est quand même avec des tickets d'entrée qui sont plutôt autour de 100 000, voire un demi-million. Pourquoi ? Parce que vous devez sélectionner, alors il y a tout le travail bien sûr de sélection de recherche d'entreprises, vous devez sélectionner les bonnes entreprises. Demain, pensez qu'on peut investir sur des entreprises qui sont ultra solides et qui sont en mesure de délivrer en investissant, je sais pas, 100 ou 1000 euros, c'est peut-être un peu hasardeux. Donc, regardez dans les fonds de private equity, dans lesquels que vous pouvez investir, en tout cas, et si vous souhaitez investir, quelles sont les entreprises, le profil des entreprises, si elles sont sur des secteurs d'activité qui sont en mesure de délivrer du rendement, du cash flow sur la durée de l'investissement, c'est-à-dire 5 à 8 ans. Et je vais être très clair, il n'y a pas 30 000 solutions. Aujourd'hui, si vous investissez dans le private equity européen, c'est plutôt la logistique qui est en mesure de vous donner ces perspectives-là. Donc c'est pas très sexy, mais ça fonctionne. Donc vraiment, prudence. Et puis le dernier point, et je pense que Mathias a eu complètement raison de dire qu'il ne faut pas investir massivement. Dernier point, faites une recherche Google, très simple, ou ChatGPT, tapez private equity, et vous verrez que vous avez beaucoup aussi d'acteurs qui sont aujourd'hui sanctionnés par les autorités de réglementation à juste titre. Parce que on ne peut pas faire croire, et certains se positionnent sur ça, faire croire qu'avec le private equity, c'est un rendement sans risque. C'est vraiment très dangereux. Parce qu'on vous présente des rendements qui sont supérieurs souvent aux ETF, aux fonds actions, du 15-18%, ça n'arrive pas. Et vous avez réellement une bulle sur le private equity, donc vraiment prudence à cet égard. Et justement, pour revenir à votre question sur l'immobilier, en Belgique, ça se voit particulièrement dans le crowdfunding, et particulièrement dans des projets immobiliers où on pense que oui, c'est gentil, c'est sûr. Donc ça arrive, mais ça arrive aussi que le projet n'aboutisse pas et donc ça se matérialise par une perte. Alors on a encore une question là-bas au bout et peut-être encore une... Ah non, c'est au milieu maintenant. Et peut-être encore une dernière s'il nous reste le temps. Madame ? Vous avez parlé à l'instant de la question des frais pour les investisseurs particuliers. Est-ce qu'il existe des modèles à leur destination qui leur permettraient d'optimiser leurs achats, le nombre de mouvements par année, etc., de manière à essayer de contrecarrer cette question des frais qui reste de manière très sensible présente pour ces particuliers? Je pense que à force de changer, on expliquait tout à l'heure aussi toutes ces conditions qu'un courtier peut mettre et déplacer son compte titre d'un courtier A à un courtier B. Il y en a certains, ils font payer chaque ligne beaucoup d'argent. Et donc là, c'est aussi les offres commerciales des courtiers qui jouent leur concurrence, qui se concurrencent. Donc je sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à cette question. Il faut en être conscient des frais, tout simplement. Déjà, c'est un très grand pas. Voilà. Et déjà être conscient des frais, savoir combien on paye de frais, c'est un premier pas qui aujourd'hui n'est pas encore fait par plus de 60% des gens en Europe. Donc déjà, c'est un premier pas avant de réussir à les optimiser.
Il me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, votre attention. Merci aussi à nos deux invités. Merci à Julie Garrigue pour la réalisation de ce podcast et à toutes les équipes de l'Écho, du TAID, de l'Investisseur, à Carole que je vois là-bas, qui ont permis la réalisation de cet événement et l'enregistrement de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tracker. Je vous rappelle aussi que nous sommes en plein rallye boursier, le concours d'investissement que nous organisons chaque année. On vous met tous les détails dans les notes de l'épisode et je vous dis à la semaine prochaine et j'attends que vous vous manifestiez peut-être par des applaudissements et des cris, comme ça on a vraiment cette ambiance live. Merci. Merci Mathias, merci Christopher. Merci beaucoup.